Donc en fait, j'interviens en tant que neurobiologiste. J'ai fait toute ma carrière à l'Institut Pasteur et bon, je me suis occupée de grands sujets de recherche fondamentale, en particulier concernant les maladies neurodégénératives, pourquoi certains neurones meurent, pourquoi d'autres survivent. Bref, ça c'est de la recherche fondamentale, mais en parallèle, parce que j'ai eu une double vie, je me suis beaucoup intéressée à diffuser auprès d'un large public les connaissances scientifiques en neurosciences, et en particulier sur toutes les avancées des connaissances sur les cerveaux des femmes et des hommes, ce qui m'a permis justement d'avoir un regard sur, hélas, un certain nombre de stéréotypes qui persistaient dans la société, qui laissaient croire que les différences d'aptitude et de comportement entre les filles et les garçons seraient dues à des câblages dans le cerveau qui, soi-disant, seraient différents. Donc, on va voir de près ce qu'il en est. Donc, pour introduire donc, le sujet, un sondage, êtes-vous d'accord avec les idées suivantes? Les femmes ne sont pas douées pour l'orientation dans l'espace, oui pour 36% des femmes et 58% des hommes. Les hommes ne sont pas multitâches, oui pour 54% des femmes et 28% des hommes. Autre question, ces différences entre femmes et hommes sont-elles dues à des raisons biologiques? Oui pour 54% des femmes et 57% des hommes. À l'éducation? Oui pour 37% des femmes et des hommes. Vous voyez, ces chiffres illustrent bien la persistance des préjugés naturalistes sur les différences cognitives et comportementales entre les sexes. Alors d'où ça vient tout ça? Ça vient d'une longue histoire, on va y revenir, où on s'est longtemps posé la question, mais c'est quoi les différences entre les cerveaux des femmes et des hommes? Alors à l'heure actuelle, la réponse à cette question, c'est oui et non. Alors les femmes n'ont pas un cerveau comme les hommes, parce qu'effectivement, il existe dans le cerveau des régions qui sont impliquées dans les fonctions physiologiques associées à la reproduction. Et par exemple, on aura dans ces régions, chez les femmes, des neurones qui vont s'activer périodiquement pour déclencher l'ovulation, et on n'aura pas cette activité périodique chaque mois dans le cerveau des hommes. Mais en ce qui concerne maintenant les aptitudes cognitives, c'est quand même ça qui nous intéresse, l'intelligence, les capacités de raisonnement, de mémoire, d'attention, d'imagination, etc. Eh bien, dans ce domaine, les recherches en neurosciences et bien sûr dans plein d'autres disciplines montrent que les femmes et les hommes ont les mêmes capacités cérébrales. Mais malgré toutes ces connaissances, il existe hélas toujours cette persistance des idées reçues sur les différences d'aptitude et de comportement entre les sexes. Alors tout ça donc vient de loin, on en a parlé tout à l'heure. Déjà au XIXe siècle, le fameux neurologue Paul Broca commençait à étudier les cerveaux et il avait montré que le cerveau des hommes était un petit peu plus lourd que celui des femmes, un petit peu plus gros aussi. La différence était de 150 grammes. Et il déclarait, on s'est demandé si la petitesse du cerveau de la femme ne dépendait pas exclusivement de la petitesse de son corps. Pourtant, il ne faut pas perdre de vue que la femme est en moyenne un peu moins intelligente que l'homme. Bon, ça c'est vraiment typique des idées du XIXe siècle. Alors, qu'est-ce qu'on en dit maintenant au XXIe siècle? Alors, au XXIe siècle, si on regarde, parce que maintenant on a l'imagerie cérébrale qui permet de faire des études bien plus sophistiquées que simplement peser des cerveaux à l'autopsie, quand on regarde le volume total du cerveau, il est en moyenne un peu supérieur chez les hommes de 10%. Et si on fait le rapport avec la taille du corps, il y a toujours une différence de 6 à 8%. Si on regarde maintenant à l'intérieur du cerveau avec l'imagerie cérébrale et qu'on regarde les proportions de matière grise et de matière blanche, eh bien on s'aperçoit que les femmes ont un peu plus de matière grise et les hommes un petit peu plus de matière blanche. Alors vous pouvez imaginer que ces différences-là ont laissé libre cours à un certain nombre d'interprétations un petit peu douteuses sur les différences d'aptitude entre les femmes et les hommes, parce qu'en l'occurrence, ce résultat brut, il est remis en question quand on prend en compte la taille du cerveau en tant que tel.
C'est-à-dire que si on fait le rapport de matière grise et de matière blanche et qu'on le ramène au volume du cerveau, on s'aperçoit que c'est la taille du cerveau et non pas le sexe qui explique les différences entre matière grise et matière blanche. Et si, par exemple, on compare des cerveaux de même taille, d'hommes et de femmes, on ne verra pas cette différence de proportion entre matière grise et blanche. Donc c'est une observation intéressante qui montre que le développement du cerveau diffère selon l'espace disponible dans la boîte crânienne. C'est une constatation. Et cela n'a aucune incidence en plus sur les fonctions intellectuelles. Donc ça, c'est un point très important. On continue avec les préjugés. On entend hélas encore souvent dire que les filles sont naturellement douées pour le langage avec un esprit littéraire et les garçons plus performants dans l'orientation dans l'espace, on le sait bien, avec un esprit scientifique. Bon, alors qu'en est-il? Alors déjà, toutes ces idées-là viennent, replongeons-nous toujours dans l'histoire, hein. Ça vient en particulier dans les années 68 en Californie, où a été fondée une sorte d'école à l'université de Californie, avec la théorie des deux cerveaux qui prétendait que les femmes sont meilleures pour le langage parce qu'elles ont un hémisphère gauche plus développé, tandis que les hommes, eux, seraient meilleurs dans l'orientation dans l'espace à cause des hémisphères droits plus performants. Eh bien, il faut bien dire que cette théorie, dont on entend hélas encore parler, en fait, elle est complètement tombée en désuétude. Elle date d'il y a 50 ans, hein, et cette théorie n'a pas du tout résisté aux nouvelles connaissances qui ont pu être acquises grâce à l'imagerie cérébrale. Et si on regarde toutes les études qui ont été faites en IRM depuis 30 ans, où on a comparé des cerveaux de femmes et d'hommes et où on a regardé la répartition des aires du langage, on s'aperçoit qu'il n'existe pas de différence entre les sexes dans la répartition des aires du langage. On continue avec les idées reçues. En 2005, il n'y a pas si longtemps, le président de l'université de Harvard a déclaré que la faible représentation des femmes dans les matières scientifiques s'explique par leur incapacité innée à réussir dans ces domaines. Cette déclaration n'a pas forcément enthousiasmé ses collègues, c'est le moins qu'on puisse dire. En fait, il y a eu beaucoup de protestations et il a été obligé de démissionner et il a même, à l'époque, été remplacé par une femme. Alors, qu'en est-il du développement de ses capacités cognitives en mathématiques? Bon, c'est important de faire le point sur tout ça. Donc, il existe des études de psychologie expérimentale qui sont menées chez des jeunes enfants où on étudie les capacités à manipuler les nombres et les notions de géométrie. Donc, ces études montrent que ces capacités, en fait, se développent progressivement entre les âges de 3 mois et 5 ans. Et on ne trouve pas de différence entre les sexes dans le développement de ces capacités aux mathématiques. Mais c'est à partir de 6 ans, à partir en fait, du cours préparatoire, que dans ces tests qui sont spécifiques pour les jeunes enfants, eh bien, les garçons ont des scores un peu meilleurs que ceux des filles. Donc ça, c'est une étude de l'INED qui vient de paraître là très récemment. Donc c'est un point extrêmement important parce que, comme vous le savez, ces différences de performance vont ensuite avoir des conséquences dans le choix de l'orientation scolaire et de l'orientation professionnelle. Alors déjà, donc, cette supériorité relative des garçons, déjà, ce n'est pas inné, hein, on est bien d'accord, puisque auparavant, on ne la voit pas. Et en fait, elle est due à la pression de l'environnement social et culturel, parce qu'à l'âge de 6 ans, le développement du cerveau et le développement des capacités cognitives qui va avec permettent déjà l'intégration des normes sociales et des stéréotypes sur les prétendues différences d'aptitude entre les sexes dans l'apprentissage scolaire.
Alors, on continue sur ces questions de mathématiques, d'orientation dans l'espace, et on essaye de voir qu'est-ce qu'il en est dans une large population à l'âge adulte. À l'âge adulte, si on fait des tests de représentation de l'espace, hein, comme ce test-là, où vous avez deux objets, on vous montre deux objets et vous devez dire si ces objets sont semblables ou différents. Donc il faut faire un test de rotation mentale dans la tête. Et avec ce test, en général, les hommes sont meilleurs que les femmes sur des gros échantillons. Alors si dans l'expérience en question, le groupe de femmes, on leur demande de s'entraîner à un jeu vidéo style Tetris, eh bien au bout d'une dizaine d'heures, quand elles se sont bien entraînées, quand on refait à nouveau le test, eh bien il n'y a plus de différence dans les performances. Donc ça montre bien que l'apprentissage élimine les différences entre les sexes dans la représentation de l'espace. Encore une belle expérience vraiment enrichissante où on a fait ce même test de rotation mentale en 3 dimensions dans une classe de jeunes filles. Alors, deux situations différentes. Si avant le test, on dit aux filles, vous savez, en général, vous êtes meilleures dans ce test que les garçons, elles font 28% d'erreurs et dans leur cerveau, on voit s'activer des zones impliquées dans la mémoire et l'attention. Mais si, avant le test, on leur donne un message négatif, à ce moment-là, elles font 42% d'erreurs et dans leur cerveau, on voit s'activer des zones impliquées dans les émotions. Et quand les personnes sortent de la machine et qu'on leur demande « est-ce que le message préalable vous a influencé ?», elles disent non. Donc ça montre bien hein, la notion d'intériorisation des stéréotypes, c'est-à-dire que de façon totalement inconsciente, le message négatif a fait que les filles ont moins confiance en elles quand elles font le test, ce qui va se traduire par une augmentation de la charge émotionnelle dans le cerveau qui va interférer avec les fonctions cognitives nécessaires pour bien réaliser le test. Donc ça montre bien que cette menace du stéréotype a des conséquences sur les performances. Donc, on continue avec les mathématiques. On a pris des femmes et des hommes. On leur a demandé dans la machine IRM de faire un calcul mental. Et on s'aperçoit que chez les femmes, il y a une grande variabilité dans les activations. Certaines personnes activent plutôt des régions antérieures du cerveau, d'autres plutôt des régions postérieures. Et chez les hommes, on voit aussi toute cette variabilité dans les activations du cerveau. Donc, c'est intéressant parce que cela montre que la variabilité entre les individus d'un même sexe égale ou dépasse la variabilité entre les sexes. Alors, cette variabilité dans l'activation du cerveau, on la trouve aussi dans l'anatomie du cerveau. Vous avez ici des belles images en IRM qui vous montrent ce qu'on appelle les circonvolutions du cortex cérébral, c'est-à-dire tous ces sillons qu'il y a à la surface du cerveau. Eh bien, on s'aperçoit que ces sillons sont tous très différents dans leur trajectoire d'une personne à l'autre. Et ce qu'on voit en blanc, ce sont les vaisseaux sanguins qui, eux aussi, ont des trajectoires différentes. Donc, nous avons tous et toutes des cerveaux différents, indépendamment du sexe. Encore une étude réalisée récemment, en 2021, qui a comparé des milliers d'images de cerveau d'hommes et femmes, des images en IRM. Toutes ces images ont été découpées en 100 régions différentes à l'intérieur du cerveau. Et on s'aperçoit qu'il n'existe pas de régions cérébrales qui sont exclusivement spécifiques d'un cerveau féminin ou d'un cerveau masculin. C'est-à-dire qu'il y a une très grande variabilité anatomique avec plus ou moins de recouvrement selon les régions. Donc, on ne peut pas faire de classification binaire des cerveaux selon le sexe. Alors maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi toute cette variabilité dans les cerveaux? Alors, il faut se pencher déjà sur les mécanismes de fabrication du système nerveux in utero. Donc, chez le fœtus, il y a une multiplication très importante des neurones. On en fabrique environ 300 000 neurones par minute, ce qui est quand même pas mal. Et arrivé à la naissance, le bébé humain possède un stock de 100 milliards de neurones. Et à ce moment-là, ces neurones cessent de se multiplier.
Mais comme vous le savez, le cerveau d'un bébé est largement pas achevé, hein, il est encore à un stade d'ébauche. Eh bien, ce cerveau-là, en fait, c'est-à-dire que les neurones sont là, mais les connexions sont à peine ébauchées. Et là, vous avez des coupes qui ont été faites dans différentes régions du cerveau. Et vous pouvez voir qu'en fonction du temps, naissance, 1 mois, 3 mois, etc., eh bien, il y a une multiplication des ramifications entre les neurones qui témoignent de la fabrication des connexions, des synapses. Et on considère que dans un cerveau humain adulte, il y a environ 1 million de milliards de synapses. C'est-à-dire que chacun de nos 100 milliards de neurones est connecté en moyenne à 10 000 autres. Je ne sais pas si vous voyez l'immense complexité du cerveau. Or, 90% des réseaux de neurones se forment après la naissance. Et c'est précisément sur ce processus donc, de fabrication du cerveau que les interactions avec les facteurs de l'environnement, l'éducation, la culture, la société, vont en fait contribuer réellement à façonner le cerveau. Et on utilise le terme de plasticité cérébrale pour décrire cette propriété du cerveau qui fait qu'en fait, tous les êtres humains ont des cerveaux différents parce que nous avons toutes et toutes, chacun, une histoire de vie qui est la nôtre et qui est différente. Alors, exemple, pour montrer à quel point l'interaction avec l'environnement est fondamentale pour construire le câblage du cerveau, on va prendre l'exemple du système visuel. Vous savez qu'à la naissance, la vision d'un bébé est très sommaire encore, et c'est seulement à l'âge de 5 ans que l'enfant a une vision comparable à celle de l'adulte. C'est-à-dire qu'il faut 5 ans pour fabriquer un système visuel. Il faut 5 ans pour qu'à partir des neurones de la rétine, poussent les prolongements des nerfs optiques et lesquels vont se connecter ensuite dans les aires cérébrales qui vont traiter les informations lumineuses. Et donc tout ce processus de câblage du système visuel ne peut se faire que si l'œil est exposé à la lumière, c'est-à-dire à l'environnement extérieur. Il existe des enfants qui souffrent de cataractes précoces. Ces enfants, il faut les opérer le plus vite possible pour que leur système visuel se connecte bien. Et c'est la même chose pour tous les autres systèmes sensoriels, l'audition, c'est la même chose pour le contrôle de la motricité et évidemment pour les fonctions cognitives qui vont se développer progressivement. Et les exemples qu'on a eus dans les orphelinats à l'époque de Roumanie où on a trouvé des enfants qui avaient été dénués de toute interaction sociale, eh bien ces enfants, la plupart étaient incapables de parler et avaient des retards mentaux gravissimes. Donc cela nous renvoie à cette grande question qui est celle d'essayer de comprendre quelle est la part de la nature, quelle est la part de la culture. En fait, vous pouvez voir avec cet exemple-là que les deux sont totalement indissociables. On n'est plus du temps où on s'amusait à faire des pourcentages. C'est-à-dire que l'inné, c'est la capacité potentielle de câblage des neurones, qui peut être différente d'un individu à l'autre, pourquoi pas. Mais l'acquis va permettre la réalisation effective du câblage. On a beau, même si on a des neurones qui pourraient bien se connecter, s'il n'y a pas de l'acquis derrière, eh bien, il n'y aura pas de câblage. Donc c'est ça qui est extrêmement important, c'est cette notion d'interaction en permanence entre ce qui relève des capacités potentielles et des capacités effectives de câblage. Alors, exemple de plasticité cérébrale, on a regardé les cerveaux de pianistes professionnels, donc des personnes qui ont commencé très tôt l'apprentissage du piano. Eh bien, chez ces personnes, il y a un épaississement des régions cérébrales qui contrôlent la coordination des doigts et l'audition. Et cet épaississement est dû à la fabrication de connexions supplémentaires entre les neurones. Et, point très important, il est proportionnel au temps consacré à l'apprentissage du piano pendant l'enfance. Donc ça, c'est un autre exemple de plasticité cérébrale. Là, on a fait des études chez des élèves de CE1 et de CE2. On les met, avec des autorisations bien évidemment, dans une machine IRM et on leur demande de faire un calcul en leur demandant addition, soustraction, si le calcul est vrai ou faux. On s'aperçoit que les CE2 sont meilleurs que les CE1 et qu'il y a aussi des différences dans l'activation de leur cerveau. C'est
chez les CE1, chez les CE2, il y a les aires de représentation des nombres qui sont un petit peu plus activées, et aussi il y a davantage de connexions entre les zones qui sont impliquées dans la mémoire et l'attention. Donc ça montre bien à quel point l'apprentissage scolaire joue un rôle important dans la maturation des régions cérébrales qui sont impliquées dans le calcul arithmétique dans cet exemple-là. Autre exemple de plasticité, on demande à des étudiants d'apprendre à jongler avec 3 balles. Au bout de 3 mois, ils sont capables de bien maîtriser le jeu. Et il s'avère, quand on regarde ce qui se passe en IRM, que 3 mois ont suffi pour entraîner ce phénomène d'épaississement dans le cerveau, dans les régions qui contrôlent la coordination des avant-bras et la vision. Et si ces personnes qui viennent tout juste d'apprendre à jongler, qui ont donc cet épaississement du cerveau, si elles arrêtent de s'entraîner et donc qu'elles perdent leur aptitude à bien jongler, eh bien les régions qui étaient épaissies vont rétrécir. Donc ça montre bien cette notion de plasticité où les changements d'épaisseur du cerveau peuvent être réversibles dans certaines circonstances. Et là, j'ai une très bonne idée pour les gens d'un certain âge. La même expérience a été faite chez des personnes de 60 ans, par la même équipe de chercheurs. Eh bien, chez les personnes de 60 ans qui ont réussi à bien jongler, on voit le même phénomène d'épaississement du cerveau comme chez les jeunes. Donc ça fait vraiment plaisir, hein, c'est un message positif et optimiste qui montre que la plasticité cérébrale persiste avec l'âge. Encore un dernier exemple, cette fois-ci très éloquent. Il s'agit d'un homme de 44 ans qui se plaignait d'une sciatique. Il est allé donc consulter à l'hôpital de la Timone à Marseille. Et l'examen à IRM a révélé, aux surprises, que son crâne était essentiellement rempli de liquide, c'est ce qu'on voit en noir, hein, et que son cerveau était réduit à une masse couche, ici, là, collée sur les parois du crâne. Alors on lui a évidemment posé des questions. Il se trouve que cette personne, à la naissance, souffrait d'hydrocéphalie. Donc les médecins détectent ça très rapidement et on pose un drain à la base du crâne pour évacuer progressivement le liquide en excès. Et dans ce cas-là, le drain s'est bouché et en fait, au cours des années, la pression du liquide a refoulé gentiment le cerveau sur les parois du crâne. Et tout ça s'est passé sans entraîner aucune gêne dans la vie de cette personne qui ne s'est jamais doutée de rien. Donc, vous voyez, c'est un bel exemple de plasticité cérébrale qui, en particulier, nous permet de revenir à une question fondamentale pour nous en neurosciences qui essaye d'essayer de comprendre quelles sont les relations entre la structure et le fonctionnement du cerveau. À l'heure actuelle, on n'est pas capable d'expliquer comment un cerveau avec une forme aussi invraisemblable peut assurer les mêmes fonctions qu'un cerveau normal. Et ça montre bien qu'il n'existe pas de lien direct entre la forme du cerveau et les aptitudes intellectuelles. Et si ces images du cerveau avaient été connues pendant l'enfance du patient, il aurait été étiqueté de futur handicapé mental avec toutes les conséquences délétères de stigmatisation que cela aurait pu entraîner chez cet enfant. Donc maintenant que vous savez tout sur la plasticité cérébrale qui montre à quel point l'environnement social et culturel est absolument fondamental dans les processus de construction du cerveau, dans le développement psychologique et cognitif, et également dans la construction de nos identités de femmes et d'hommes. Donc, à la naissance, le petit bébé, il n'a pas du tout conscience de son sexe. En fait, il va en prendre conscience progressivement à mesure que ses neurones se connectent, à mesure que son cerveau se développe. Et c'est seulement à l'âge de 2 ans et demi que l'enfant a les capacités mentales suffisantes pour s'identifier au masculin ou au féminin. Et cette capacité justement d'identification, elle va être complètement, en fait, elle a un petit peu été biaisée parce qu'auparavant, l'enfant a déjà évolué dans un environnement sexué, genré. On lui a décoré sa chambre différemment, on lui a donné des jouets différents, des habits différents. On sait aussi que les adultes, avec les petits bébés, de façon inconsciente, n'ont pas les mêmes attitudes. Avec un petit bébé garçon, ils vont davantage avoir d'interactions physiques, ils vont les faire sauter en l'air.
alors qu'avec les bébés-filles, il y aura davantage de sourires, il y aura plus d'interactions verbales, etc. Donc c'est tout ce processus d'interaction de l'enfant donc avec son environnement physique, familial, social, culturel, qui va conduire à construire certains types de comportements, certaines aptitudes, certains goûts, en fonction des normes sociales données par la société dans laquelle l'enfant est né. Et donc tout ce processus donc, de construction progressive de l'identité sexuelle n'est pas donnée à la naissance, elle se construit progressivement grâce aux propriétés donc, de plasticité du cerveau. Et cela nous renvoie à cette notion donc, de sexe et de genre dont on a déjà parlé, c'est-à-dire la construction sociale et culturelle des identités et des rapports sociaux entre les sexes. La découverte de la plasticité cérébrale vient enrichir et conforter les recherches en sciences humaines et sociales sur le genre. Le genre n'est absolument pas une théorie comme certains le prétendent. Le genre est un concept qui ne nie pas du tout la réalité biologique et au contraire, il l'intègre grâce justement à la plasticité cérébrale. Donc encore un mot sur ce dont on parle hélas un peu trop souvent et à tort, le rôle de ces hormones dans nos comportements qui auraient un rôle soi-disant majeur. Alors qu'en est-il des hormones sexuelles sur le cerveau? Déjà, si on regarde dans le règne animal, les hormones sexuelles jouent un rôle très important pour déclencher les périodes de rut et d'accouplement qui correspondent de façon très précise au moment de fertilité de la femelle et de réceptivité. Donc, au cours de l'évolution, en fait, au départ, il y a vraiment sexualité et reproduction sont intimement liées, et progressivement, quand on arrive vers les primates, les grands singes, il y a une dissociation progressive de la sexualité et de la reproduction. Par exemple, les bonobos font des petits jeux sexuels. Mais les humains, eux, nous sommes les champions de la dissociation totale entre sexualité et reproduction. Donc ça veut dire concrètement que les hormones n'ont strictement rien à faire avec le moment des rencontres ni avec le choix des partenaires. On sait bien que les personnes homosexuelles n'ont absolument aucun problème hormonal. Mais nous, les femmes, enfin les hommes aussi, on nous dit que quand même les hormones ont des effets sur nos variations d'humeur, sur la nervosité, l'agressivité, la dépression, etc. Alors, qu'en est-il sur ce sujet-là? Bon. Il faut distinguer deux situations bien différentes. Il y a des situations de bouleversement physiologique majeurs, telles que des pathologies hormonales liées à certains cancers, problèmes de stérilité et autres, où il peut y avoir des corrélations entre le taux d'hormones et les fluctuations d'humeur chez des personnes qui ont soit des taux très très bas, soit des taux très très hauts. Mais dans des conditions physiologiques normales, aucune étude scientifique menée avec des méthodes rigoureuses n'a permis de montrer que les hormones avaient un rôle déterminant dans nos fluctuations d'humeur. C'est-à-dire qu'il n'existe pas une loi hormonale universelle qui dicterait nos comportements. Toutes les femmes partout sur la planète ne sont pas toutes euphoriques à 14e jour du cycle et elles ne sont pas toutes déprimées au 25e jour. Chaque femme a sa propre façon de vivre son cycle menstruel qui évolue, évidemment, tout ça, ça évolue selon les âges. Chaque femme a sa propre façon de vivre la grossesse, la ménopause, etc. Et de même, ce n'est pas parce que les hommes fabriquent de la testostérone qu'ils sont les principaux acteurs dans les guerres et les principaux acteurs de violence. Tout ça, ce n'est pas dû à un déterminisme biologique. Donc, on va terminer sur cette notion un petit peu quand même de oser parler de biologie et d'idéologie. Au XIXe siècle, c'était les mesures du crâne et du cerveau qui avaient été mises comme une explication, une justification de la hiérarchie entre les sexes, les races et les classes sociales. On laissait croire que les hommes étaient soi-disant plus intelligents parce qu'ils avaient un plus gros cerveau, mais on laissait croire aussi que les blancs avaient des cerveaux plus gros que les noirs et les patrons des cerveaux plus gros que les ouvriers. Au XXIe siècle, on a maintenant l'imagerie cérébrale avec la découverte de la plasticité cérébrale.
eh bien, malgré tout ça, il existe une persistance des idées essentialistes sur les différences d'aptitude et de comportement entre les sexes, avec des conséquences importantes sur le plan social et politique, et en particulier dans l'éducation. On assiste hélas à une augmentation du nombre des classes non mixtes sous prétexte que les filles et les garçons auraient par nature des cerveaux différents et donc des capacités d'apprentissage différentes. Et ce type de discours est tenu avec force aux États-Unis et dans l'enseignement public et dans l'enseignement privé. Et ceux qui défendent ces idées-là sont aussi les établissements qui veulent qu'on enseigne de la même façon l'évolution selon Darwin et le créationnisme. Et en France, on a aussi dans les établissements privés des écoles non mixtes. Et comme vous le savez, en 2014, les ABC de l'égalité ont été abandonnés par la pression des opposants à la soi-disant théorie du genre. Donc, dans ce contexte, il est vraiment important que les biologistes s'engagent donc dans le champ social et donc dans l'éducation pour promouvoir l'égalité des chances entre les filles et les garçons avec des arguments scientifiques rigoureux et en particulier faire évoluer l'image des sciences et des maths auprès des filles et l'image des lettres et des langues auprès des garçons pour ouvrir les choix dans l'orientation scolaire et professionnelle. Et si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à ces quelques livres sur les sujets dont je vous ai parlé et qui sont des petits livres qui font même pas 100 pages et écrits dans un langage compréhensible pour un très large public. Merci pour votre attention.